J'avais toujours pensé que le métro parisien à 3 heures du matin était silencieux. Cette nuit-là, j'ai découvert à quel point je me trompais. Le dernier RER venait de partir de la station Châtelet-les-Halles, me laissant seul sur le quai désert. L'éclairage blafard des néons clignotait par intermittence, projetant des ombres dansantes sur les murs carrelés blancs. L'air était épais, chargé de cette odeur si particulière du métro parisien, un mélange d'humidité, de métal et de quelque chose d'indéfinissable que je n'arrivais jamais à identifier. Mes pas résonnaient étrangement dans le silence, comme si l'espace les amplifiait de manière surnaturelle. J'étais rentré tard du bureau. Encore une fois, mon travail d'analyste financier m'obligeait souvent à rester jusqu'à des heures impossibles, surtout depuis que notre équipe préparait cette fusion délicate. Julie, ma femme, avait cessé de m'attendre depuis longtemps. Elle laissait simplement mon assiette au réfrigérateur avec un petit mot affectueux. Le couloir principal s'étendait devant moi, ses carreaux de métro reflétant faiblement la lumière vacillante. Chaque pas produisait un écho métallique qui semblait se perdre dans les profondeurs du réseau souterrain. C'est alors que j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une voix, lointaine mais distincte, qui prononçait mon prénom. Julien. Le son flottait dans l'air comme une caresse empoisonnée, venant manifestement des tunnels obscurs qui s'enfonçaient dans les entrailles de Paris. Ma première réaction fut de me dire que j'avais imaginé cette voix. La fatigue, le stress, les heures interminables passées devant des écrans de données financières. Tout cela pouvait expliquer cette hallucination auditive. Mais la voix a recommencé, plus nette cette fois, portant une note de supplication qui m'a fait frissonner. « Julien, viens !» Elle semblait venir de partout, et de nulle part, à la fois, se répercutant contre les voûtes de béton avec une résonance née étrange. Mes mains se sont mises à trembler légèrement, et j'ai senti cette sensation familière de chair de poule remonter le long de ma nuque. J'ai regardé autour de moi, cherchant une explication rationnelle. Peut-être un agent de la RATP effectuait-il une ronde tardive dans les tunnels de maintenance. Peut-être quelqu'un s'était-il perdu dans le dédale souterrain et appelait à l'aide. Ces explications semblaient logiques, rassurantes même, mais quelque chose au plus profond de moi savait qu'elles n'étaient pas correctes. L'architecture du métro parisien prenait soudain une dimension oppressante. Ces tunnels, creusés au début du XXe siècle, avaient été témoins de tant d'histoires, de tant de vies qui s'étaient entrecroisées dans leurs méandres. Pendant l'occupation, certains avaient servi de refuge clandestin. Des milliers de personnes y avaient transité, vécu, souffert, parfois disparu sans laisser de traces. Le bruit de mes propres pas me paraissait maintenant assourdissant dans ce silence nocturne. Chaque carrelage blanc semblait me fixer avec une intensité malveillante, comme si les murs eux-mêmes étaient devenus des témoins muets de quelque chose d'inexplicable. L'odeur métallique s'intensifiait, mêlée à quelque chose de plus organique, plus dérangeant. « Julien, s'il te plaît. » La voix revenait, plus insistante, empreinte d'une détresse qui me nouait l'estomac. Cette fois, j'étais certain qu'elle provenait du tunnel de la ligne 14, celui qui s'enfonçait vers Olympiade. L'obscurité là-bas était totale.
les rails disparaissant dans un gouffre noir qui semblait absorber toute lumière. Mes jambes ont commencé à bouger malgré moi, comme si une force invisible me poussait vers l'entrée du tunnel. Chaque pas me rapprochait de cette bouche d'ombre béante. Et plus j'avançais, plus la voix devenait claire, plus elle prenait des intonations familières. Une reconnaissance troublante s'installait en moi, quelque chose que mon esprit rationnel refusait d'accepter. L'éclairage de secours projetait des lueurs orangées, intermittentes, le long des parois du tunnel. Les câbles électriques pendaient comme des veines visibles dans cette anatomie souterraine de Paris. L'air devenait plus froid à mesure que je m'enfonçais, portant des effluves de terre humide et de rouille ancienne. « Tu ne me reconnais donc pas ?» Cette phrase, prononcée avec une douceur terrible, m'a fait sursauter violemment. La voix était maintenant si proche qu'elle semblait résonner directement dans mon crâne. Elle portait un accent que je connaissais, des intonations qui réveillaient des souvenirs enfouis, des images que j'avais passées des années à essayer d'oublier. Mes mains fouillèrent frénétiquement mes poches à la recherche de mon téléphone portable. La lueur bleutée de l'écran apporta un maigre réconfort, mais les barres de réseau indiquaient 0. Nous étions trop profonds, sous terre, trop loin du monde des vivants. Cette pensée m'a traversé l'esprit avec une clarté soudaine et terrifiante. Le tunnel s'étendait devant moi, comme un boyau organique, ses parois suintant d'humidité. Les rails brillaient faiblement, sous la lumière de mon téléphone. 2 lignes parallèles qui se perdaient dans les ténèbres. De temps en temps, je distinguais des alcôves techniques, des portes métalliques fermées, qui donnaient accès à des locaux de maintenance que seuls les employés de la RATP connaissaient. J'ai attendu si longtemps, Julien. La voix se faisait maintenant suppliante, chargée d'une mélancolie qui me déchirait le cœur. Elle évoquait des après-midi d'été dans le jardin du Luxembourg, des promenades le long de la Seine, des rires partagés dans de petits cafés de Montmartre, des souvenirs que j'avais cru enterrés pour toujours. Le faisceau de lumière de mon téléphone a soudain révélé quelque chose sur le ballast, une forme sombre, indistincte, qui semblait bouger légèrement. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'entendais ses pulsations résonner dans mes oreilles. L'objet était trop éloigné pour que je puisse l'identifier clairement, mais quelque chose dans sa silhouette éveillait en moi une terreur primitive. Mes pieds ont continué à avancer malgré tous les signaux d'alarme que mon cerveau envoyait. Chaque pas sur le ballast produisait un crissement qui se mêlait aux échos de la voix. L'air devenait de plus en plus rare, comme si l'oxygène était aspiré par quelque chose de caché dans les profondeurs du tunnel. « Tu te souviens de notre dernier rendez-vous » La question flottait dans l'air avec une insistance douloureuse. Bien sûr que je m'en souvenais. Cette soirée de novembre, il y a 15 ans, quand tout avait basculé. Cette dispute terrible, ces mots que j'aurais voulu ne jamais prononcer, cette rupture qui avait laissé des cicatrices indélébiles dans nos 2 vies. La forme sombre devenait plus nette à mesure que j'approchais. Ce n'était pas un objet abandonné par les agents de maintenance, ni un débris tombé d'un wagon. C'était quelque chose qui bougeait avec une lenteur hypnotique, quelque chose qui semblait m'attendre depuis très longtemps. Mes mains tremblaient tellement que la lumière du téléphone vacillait, projetant des ombres mouvantes
sur les parois du tunnel. L'odeur était maintenant suffocante, un mélange de terre humide, de métal oxydé et de quelque chose d'organique qui me rappelait les caves abandonnées de mon enfance. Cette senteur âcre s'insinuait dans mes narines et semblait imprégner mes vêtements, ma peau, mes poumons. Chaque respiration devenait un effort conscient. « Regarde-moi, Julien ». La voix n'était plus qu'un murmure, mais elle portait une autorité irrésistible. Mes yeux se sont fixés sur la forme qui se dressait maintenant devant moi, à moins de 5 mètres. Dans la lumière blafarde de mon téléphone, j'ai commencé à distinguer des détails qui ont fait vaciller ma raison. C'était une silhouette humaine, mais déformée par quelque chose d'indéfinissable. Elle portait des vêtements que je reconnaissais. Cette robe bleue qu'elle aimait tant, celle qu'elle portait lors de notre premier rendez-vous au café de Flore. Mais les tissus semblaient imprégnés de terre et d'humidité, comme s'ils avaient passé des années enterrés quelque part dans les profondeurs de Paris. Ses cheveux, autrefois si soyeux, pendaient maintenant en mèches collantes qui masquaient partiellement son visage. Mais ce que j'entrevoyais de ses traits me glaçait d'effroi. La peau avait pris une teinte grisâtre, presque translucide, laissant apparaître par endroits le réseau de veines noircies qui la parcouraient. Ses lèvres, jadis si douces contre les miennes, étaient maintenant d'une couleur violacée qui évoquait les noyés remontés à la surface de la Seine. « Tu ne me dis rien ». Sa voix portait maintenant une note de reproche qui me transperçait comme une lame. Elle fit un pas vers moi, et le bruit de ses pieds nus sur le ballast produisit un son humide qui me retourna l'estomac. Ses orteils étaient noircis, comme si elle avait marché pendant des années dans la boue et les détritus des tunnels souterrains. Mon téléphone a choisi ce moment pour émettre le bip caractéristique de la batterie faible. L'écran s'est assombri automatiquement pour économiser l'énergie, ne laissant qu'une lueur ténue qui suffisait à peine à éclairer mes pieds. Dans cette pénombre nouvelle, la silhouette devant moi a semblé se rapprocher encore, glissant sur les rails avec une fluidité surnaturelle. J'ai eu si froid, Julien, si froid pendant toutes ces années. Sa plainte résonnait dans le tunnel avec une intensité qui faisait vibrer l'air autour de nous. Je sentais cette vibration dans ma poitrine, comme si les mots traversaient directement mon corps pour aller se loger dans mon cœur. Mes genoux se sont mis à trembler et j'ai dû m'appuyer contre la paroi humide du tunnel pour ne pas m'effondrer. Le contact avec le mur a été un choc. La surface était glacée, mais pas d'un froid normal. C'était un froid qui semblait émaner de l'intérieur même de la roche, un froid qui pénétrait mes vêtements et ma peau pour s'insinuer jusque dans mes os. Mes doigts ont exploré machinalement la texture rugueuse du béton, y découvrant des aspérités étranges, des creux et des bosses qui ne correspondaient à aucune logique architecturale. Tu te souviens comme nous étions heureux. La question flottait dans l'air chargé d'humidité, portant avec elle des images de bonheur révolu. Je revoyais ces sourires, ces éclats de rire cristallins qui résonnaient dans les couloirs de la Sorbonne où nous nous étions rencontrés. Elle étudiait l'histoire de l'art, moi la finance. Deux mondes si différents qui s'étaient trouvés et aimés avec une passion juvénile. La silhouette a tendu une main vers moi, et dans la faible lueur de mon téléphone,
j'ai vu ses doigts. Ils étaient longs et pâles, mais les ongles avaient poussé de manière inquiétante, formant des griffes jaunâtres qui brillaient dans l'obscurité. La peau de ses mains était parcourue de veines noires qui pulsaient faiblement, comme si un liquide sombre circulait encore dans ce qui restait de son système sanguin. « Pourquoi es-tu partie, Claudia ?» Les mots ont jailli de ma gorge avant que je puisse les retenir. Prononcer son nom dans ce tunnel maudit a eu l'effet d'une incantation. L'air s'est épaissi davantage et j'ai senti une présence massive se refermer sur nous, comme si les parois du tunnel se rapprochaient lentement pour nous broyer. Son rire a éclaté soudain, un son cristallin mais étrangement discordant qui s'est répercuté indéfiniment dans les profondeurs souterraines. Ce rire que j'avais tant aimé était maintenant chargé d'une amertume qui me déchirait l'âme. Il contenait 15 années de solitude, de reproches non formulés, de questions restées sans réponse. Partir. Sa voix s'est brisée sur ce mot, devenant rauque et sifflante. Mais Julien, je ne suis jamais parti. J'ai toujours été là, dans ces tunnels, à t'attendre. Tu passes devant moi chaque soir en rentrant du travail, mais tu ne me vois jamais. Tu es devenu si aveugle aux choses importantes. Cette révélation m'a frappé comme un coup de massue. Toutes ces soirées où j'avais senti une présence dans le métro, cette sensation d'être observé que j'attribuais à la fatigue ou au stress. Ces moments où les cheveux de ma nuque se hérissaient sans raison apparente. Ces frissons inexpliqués qui me parcouraient l'échine quand je traversais certaines stations. « Tu mens », ai-je murmuré, mais ma voix manquait de conviction. Au fond de moi, une partie refoulée de ma mémoire commençait à se réveiller, faisant remonter des souvenirs que j'avais enfouis si profondément qu'ils semblaient appartenir à une autre vie. Cette nuit de novembre, 15 ans plus tôt, quand nos chemins s'étaient séparés pour la dernière fois, Claudia a fait un autre pas vers moi, et cette fois, j'ai pu voir son visage plus distinctement. Ses yeux, autrefois d'un bleu si intense qu'il me coupait le souffle, étaient maintenant d'un gris laiteux, comme recouvert d'un voile. Mais ils brillaient d'une intelligence malveillante qui me glaçait jusqu'aux os. Ses pommettes saillaient de manière inquiétante, donnant à son visage un aspect décharné qui contrastait cruellement avec la jeune femme radieuse de mes souvenirs. Cette nuit-là, tu m'as dit des choses terribles, a-t-elle continué, sa voix devenant de plus en plus distincte. Tu m'as dit que tu ne pouvais plus supporter ma jalousie, mes questions, ma façon de m'accrocher à toi. Tu m'as dit que j'étouffais ton avenir, que tu avais besoin de liberté pour réussir ta carrière. Chaque mot était comme un poignard qui s'enfonçait dans ma poitrine. Ces paroles, je les avais effectivement prononcées dans un moment de colère et de frustration. J'étais jeune, ambitieux, persuadé que l'amour était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Ma carrière passait avant tout, et Claudia, avec ses besoins affectifs constants, représentait un obstacle à mes plans soigneusement élaborés. Tu te souviens de ce que tu as ajouté? Sa voix se faisait maintenant accusatrice, chargée d'une douleur qui transcendait la mort elle-même. Tu m'as dit que si tu devais choisir entre moi et ta réussite professionnelle, tu choisirais toujours ta carrière. Que l'amour, c'était pour les faibles qui n'avaient pas d'ambition. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, chaudes et salées, dans ce froid souterrain. Ces mots
Je les regrettais depuis 15 ans. Ils avaient hanté mes nuits, empoisonné mes relations futures, transformé mes succès professionnels en victoires creuses. Julie, ma femme, ne savait pas qu'elle vivait avec l'ombre de Claudia, qu'elle tentait de combler un vide que j'avais moi-même creusé. Je regrette, ai-je chuchoté, ma voix se perdant dans l'immensité du tunnel. Claudia, je regrette tellement. J'étais jeune, stupide, aveuglé par mes ambitions. Si j'avais su... Si tu avais su quoi? Elle s'est encore rapprochée, et maintenant je pouvais sentir son odeur. Un mélange de terre humide, de fleurs fanées et de quelque chose de plus sombre, de plus définitif. Si tu avais su que je prendrais le dernier métro ce soir-là, que je pleurerais pendant tout le trajet jusqu'à Pont de Neuilly. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Pont de Neuilly était sa station, celle où elle descendait pour rentrer chez ses parents. Mais ce soir de novembre, elle n'était jamais arrivée chez elle. C'était la dernière fois que quelqu'un l'avait vue vivante. L'enquête de police avait conclu à une fugue, malgré les protestations de sa famille, qui affirmait qu'elle n'aurait jamais disparu sans laisser de nouvelles. Tu ne savais pas? Son rire a de nouveau résonné, mais cette fois, il était chargé d'une ironie cruelle. Tu ne savais pas que je m'étais levé de mon siège dans ce wagon vide, que j'avais marché jusqu'à la portière de tête, celle qui donnait directement sur les rails. L'horreur de ce qu'elle décrivait a commencé à s'insinuer en moi comme un poison. Je revoyais les gros titres de l'époque, jeune femme disparue dans le métro parisien. Et puis, quelques semaines plus tard, le mystère de la disparue du RER reste entier. Jamais je n'avais fait le lien avec notre rupture, avec cette dernière dispute qui avait mis fin à 3 années de relation. La portière s'est ouverte entre 2 stations, a-t-elle continué, sa voix prenant maintenant une tonalité mécanique, comme si elle récitait un fait technique. C'était un dysfonctionnement rare, mais pas impossible sur les anciennes rames. Le conducteur ne s'en est aperçu qu'arrivé en gare, quand il a vu la portière béante et le wagon vide. Mes jambes ont fléchi, et je me suis effondré contre la paroi du tunnel. Le béton rugueux déchirait mes vêtements, mais je ne sentais plus rien. La réalité de ce qui s'était passé cette nuit-là me frappait avec la force d'un train lancé à pleine vitesse. Claudia n'avait pas fait une fugue. Elle n'était pas partie refaire sa vie ailleurs, comme tout le monde l'avait supposé. Elle était morte cette nuit-là, dans les tunnels du métro parisien. Tu comprends maintenant? Sa silhouette se dressait au-dessus de moi, imposante malgré sa maigreur cadavérique. Je n'ai jamais quitté ces tunnels. Mon corps repose quelque part dans l'un de ces boyaux obscurs, probablement dans un renfoncement que les équipes de maintenance n'inspectent jamais. Mes os se mêlent à la terre et à la rouille depuis 15 ans. L'air du tunnel semblait maintenant chargé d'électricité statique. Mes cheveux se dressaient sur ma nuque et je sentais des picotements parcourir ma peau. La température avait encore chuté, au point que ma respiration formait des nuages de vapeur qui disparaissaient aussitôt dans l'obscurité environnante. Mais pourquoi maintenant? Ma voix n'était plus qu'un croassement rauque. Pourquoi te manifestes-tu aujourd'hui, après toutes ces années? Son visage s'est penché vers le mien, et j'ai pu voir ses traits, avec une netteté effrayante. Sa peau était parcourue de petites crevasses, comme de la terre desséchée, et ses lèvres étaient fendillées. Mais c'est dans ses yeux
que j'ai lu la réponse à ma question. Il y avait là une souffrance si intense, si pure, qu'elle transcendait la mort elle-même. Parce que tu vas mourir, Julien. Ces mots ont été prononcés avec une douceur terrible, comme une berceuse chantée par une mère aimante. Dans 6 mois exactement, un anévrisme cérébral que les médecins ne détecteront pas. Attends, tu t'effondreras dans ton bureau, au milieu d'un rapport financier, et ton cœur s'arrêtera avant même que les secours arrivent. Cette prophétie macabre m'a transpercé comme une épée de glace. Quelque chose dans sa voix, dans la précision de ses mots, me disait qu'elle ne mentait pas. Les morts, s'ils existaient vraiment, devaient avoir accès à des connaissances interdites aux vivants. Ils pouvaient voir les fils du destin se tisser, anticiper les tragédies à venir. Et alors nous serons enfin réunis, a-t-elle ajouté, sa main spectrale se tendant vers ma joue. Quand ses doigts glacés ont effleuré ma peau, j'ai senti un froid si intense qu'il me brûlait comme de l'acide. Tu viendras me rejoindre dans ces tunnels, et nous pourrons enfin parler de tout ce qui n'a pas été dit. Nous aurons l'éternité pour cela. La perspective de passer l'éternité dans ces boyaux souterrains, prisonniers des rails et de l'obscurité, m'a saisi d'une terreur panique. J'ai voulu me lever, fuir, remonter vers la surface et la lumière. Mais mes muscles refusaient de m'obéir. Le contact de sa main fantomatique avait propagé une paralysie glacée dans tout mon corps. Non, ai-je murmuré, rassemblant toute ma volonté pour prononcer ce seul mot. Je ne veux pas mourir. J'ai une femme. J'ai une vie. J'ai encore tant de choses à faire, à réparer. À réparer. Son rire a résonné avec une amertume infinie. Tu crois vraiment que tu peux réparer 15 ans de remords et de culpabilité? Tu crois que tes succès professionnels, ta belle maison dans le 16e arrondissement, ta femme parfaite peuvent effacer ce que tu as fait cette nuit-là? Elle avait raison, et cette vérité me déchirait l'âme. Depuis 15 ans, je tentais de combler le vide laissé par Claudia en accumulant les réussites matérielles. Chaque promotion, chaque bonus, chaque acquisition immobilière était un pansement posé sur une blessure béante qui ne guérissait jamais. Julie elle-même n'était qu'un substitut, une version édulcorée de ce que j'avais perdu. « Regarde-toi », a continué Claudia, sa voix prenant maintenant une intonation maternelle et condescendante. Tu travailles 70 heures par semaine pour des gens qui t'oublieront dès que tu ne seras plus rentable. Tu rentres chaque soir dans un appartement silencieux où ta femme fait semblant de dormir pour éviter tes explications. Tu n'as pas d'amis véritables, pas de passion, pas de joie. Tu es déjà mort, Julien. Tu ne le sais simplement pas. Encore. Chaque mot était un coup de scalpel qui ouvrait des plaies que j'avais soigneusement refermées. La vérité de son analyse me frappait de plein fouet, révélant l'ampleur de ma solitude et de mon échec humain. J'avais sacrifié Claudia sur l'autel de mes ambitions, et depuis, je n'avais fait que creuser ma propre tombe sociale et affective. Mon téléphone a émis un dernier bip avant de s'éteindre complètement, nous plongeant dans une obscurité totale. Seuls les yeux de Claudia brillaient encore dans les ténèbres, 2 points lumineux d'un gris laiteux qui me fixaient avec une intensité hypnotique. Dans cette obscurité, tous mes autres sens se sont aiguisés de manière terrifiante.
Je pouvais entendre le goutte à goutte régulier de l'humidité qui suintait des parois, chaque gouttelette résonnant comme un métronome funèbre. L'odeur de terre et de décomposition s'intensifiait, portant maintenant des effluves plus précis. La rouille des rails, le moisi des câbles électriques et quelque chose d'organique qui évoquait irrésistiblement la mort. « Viens », a murmuré Claudia, sa main se tendant vers moi dans l'obscurité. « Laisse-moi te montrer où je repose. Après toutes ces années, j'aimerais avoir de la compagnie. » Contre toute logique, j'ai senti mes pieds commencer à bouger, guidés par cette voix hypnotique. Mes mains tâtonnaient le long de la paroi humide, cherchant un appui dans cette marche aveugle vers l'inconnu. Chaque pas m'éloignait davantage du monde des vivants, m'enfonçait plus profondément dans le royaume des morts qui habitait les entrailles de Paris. « C'est là », a-t-elle dit soudain, et j'ai senti qu'elle s'arrêtait devant moi. « Tu vois cette alcôve technique, c'est là que mon corps a roulé après la chute. Les agents de maintenance n'y vont jamais. C'est un recoin oublié du réseau. J'y suis resté caché pendant toutes ces années. » Dans l'obscurité absolue, j'ai tendu la main vers l'espace qu'elle désignait. Mes doigts ont rencontré une surface métallique froide, probablement une porte de service rouillée. Puis en dessous, quelque chose de plus doux. Mes doigts ont exploré cette texture étrange, et l'horreur s'est emparée de moi quand j'ai réalisé ce que je touchais. C'étaient des vêtements, décomposés par l'humidité et le temps, mais encore reconnaissables. Cette soie bleue que j'avais si souvent caressée, ces boutons nacres que j'avais défaits tant de fois dans l'intimité de notre amour. Et en dessous, quelque chose de dur et de froid, qui ne pouvait être que... J'ai retiré ma main avec un cri d'horreur qui s'est répercuté indéfiniment dans le tunnel. Mon corps entier tremblait de façon incontrôlable et je sentais la bile remonter dans ma gorge. La réalité de la mort de Claudia, de sa présence physique dans ce lieu maudit, me frappait avec une violence inouïe. Tu vois, sa voix flottait maintenant autour de moi, semblant venir de toutes les directions à la fois. Voilà ce que tes mots cruels ont fait. Voilà le résultat de ton ambition et de ton égoïsme. Un corps brisé qui se décompose lentement dans l'ombre et l'oubli. Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues, chaudes et salées dans ce froid mortuaire. 15 ans de culpabilité refoulée explosaient enfin, libérant un torrent d'émotions que j'avais soigneusement contenu derrière mon masque de businessman accompli. Claudia avait raison, j'étais responsable de sa mort, aussi sûrement que si je l'avais poussée moi-même devant ce train fantôme. « Pardonne-moi », ai-je sangloté dans l'obscurité. « Claudia, pardonne-moi. Je donnerai tout pour revenir en arrière, pour changer ces paroles, pour te dire combien je t'aimais vraiment. Ma carrière, ma réussite, tout cela ne vaut rien sans toi. » Son rire a résonné de nouveau, mais cette fois, il était chargé d'une tristesse infinie, plutôt que d'amertume. Il est trop tard pour les regrets, mon amour. Bien trop tard, mais nous aurons bientôt l'occasion de nous expliquer, dans 6 mois, quand tu viendras me rejoindre. L'idée de ma mort prochaine, annoncée avec cette certitude surnaturelle, a réveillé en moi un instinct de survie que je croyais endormi. Je ne pouvais pas accepter ce destin, pas maintenant que je comprenais enfin l'ampleur de mes erreurs. Il fallait que je remonte à la surface,
que je vois Julie avec des yeux nouveaux, que je tente de reconstruire quelque chose de viable sur les décombres de ma vie émotionnelle. « Non !» ai-je crié, ma voix résonnant avec une force nouvelle dans le tunnel. « Je refuse ce destin. Je veux vivre, Claudia. Je veux essayer de réparer ce qui peut encore l'être. Laisse-moi partir. » Le silence qui a suivi ma déclaration était d'une qualité différente, chargé d'une tension électrique qui faisait vibrer l'air autour de nous. J'ai senti que quelque chose changeait dans l'atmosphère du tunnel, comme si les forces invisibles qui régissaient ce lieu souterrain hésitaient sur la conduite à tenir. « Tu crois vraiment pouvoir échapper à ton destin ?» La voix de Claudia s'était faite plus dure, empreinte d'une autorité que je ne lui avais jamais connue de son vivant. « Tu crois que la mort peut être négociée comme un de tes contrats financiers ?» Mais j'avais déjà commencé à me mouvoir, tâtonnant dans l'obscurité pour retrouver la direction du quai. Mes mains exploraient frénétiquement la paroi humide, cherchant les repères qui m'aideraient à m'orienter. L'adrénaline coulait maintenant dans mes veines, comme un fleuve tumultueux, réveillant une énergie que je ne me connaissais plus. « Julien !» La voix de Claudia s'est élevée derrière moi, chargée d'une colère froide qui me glaçait les os. « Tu ne peux pas fuir éternellement. Tu m'appartiens, comme tu m'as toujours appartenu. Nos âmes sont liées par la culpabilité et le remords. » Mes pieds butaient contre les traverses et les rails, mais je continuais à avancer, guidé par un instinct animal de fuite. Chaque pas m'éloignait de cette alcôve maudite, de ces restes mortels qui avaient hanté mes nuits pendant 15 ans, sans que je le sache consciemment. L'air devenait progressivement moins oppressant, signe que je me rapprochais de l'espace principal du tunnel. Un courant d'air plus frais a soudain caressé mon visage, portant avec lui l'odeur caractéristique du métro en fonctionnement, cette senteur métallique, électrique, qui signifiait la civilisation, la vie, l'espoir. Mes poumons aspiraient avidement cet air moins vicié, comme si je remontais des profondeurs d'un puits mortuaire. « Tu peux courir, Julien !» La voix de Claudia résonnait maintenant dans tout le tunnel, omniprésente et inescapable. Mais tu ne peux pas échapper à ce qui est écrit. Dans 6 mois, ton cœur s'arrêtera et tu viendras me rejoindre dans l'obscurité éternelle de ces tunnels. J'ai enfin aperçu une lueur lointaine, l'éclairage de secours du quai principal qui brillait comme un phare dans cette nuit souterraine. Cette vision m'a donné une force nouvelle et j'ai accéléré le pas, trébuchant parfois sur le ballast irrégulier, mais gardant toujours cette lueur en point de mire. Derrière moi, j'entendais maintenant d'autres bruits, des gémissements plaintifs qui semblaient émaner des parois elles-mêmes, des craquements métalliques qui évoquaient des structures sous tension et parfois, plus terrifiantes encore, le bruit de pas multiples qui semblaient me poursuivre. Comme si Claudia n'était pas seule dans ces profondeurs, comme si d'autres âmes perdues avaient élu domicile dans le réseau souterrain parisien. La lueur du quai se rapprochait, et avec elle l'espoir d'un retour à la normalité. Mais en même temps, une partie de moi savait que rien ne serait jamais plus comme avant. J'avais franchi une frontière invisible, pénétré dans un domaine où les morts et les vivants pouvaient se rencontrer, où les conséquences de nos actes nous poursuivaient au-delà de la tombe. Mes pieds ont enfin foulé le béton du quai principal, et les néons vacillants
ont baigné ma silhouette d'une lumière blafarde, mais rassurante. Je me suis retourné vers l'entrée du tunnel, m'attendant à voir surgir la silhouette fantomatique de Claudia. Mais il n'y avait que l'obscurité, profonde et silencieuse comme une tombe béante. Le silence était maintenant complet, troublé seulement par le bruit lointain de la circulation en surface et le ronronnement des systèmes de ventilation. Mais ce silence avait quelque chose de trompeur, comme si des forces invisibles continuaient à s'agiter dans les profondeurs, attendant le moment propice pour se manifester de nouveau. J'ai fouillé mes poches à la recherche de mon téléphone, espérant qu'une fois remonté en surface, il retrouverait assez de batterie pour que je puisse appeler un taxi. Mes mains tremblaient encore violemment, et quand j'ai finalement extrait l'appareil, l'écran est resté désespérément noir. La batterie était complètement déchargée, comme si notre séjour dans les profondeurs avait duré bien plus longtemps que je ne le pensais. L'horloge de la station indiquait 5h37 du matin. Impossible. Quand j'étais descendu sur ce quai, il était à peine 3 heures. Où avaient disparu ces 2 heures et demie? Le temps semblait s'être écoulé différemment dans les tunnels, comme si les lois physiques normales n'y avaient pas cours. Mes vêtements étaient trempés de sueur froide et imprégnés de cette odeur de terre et de décomposition qui collait à ma peau comme une seconde peau. J'ai tenté de me nettoyer du mieux que je pouvais avec les quelques mouchoirs en papier qui traînaient dans mes poches, mais l'odeur persistait, s'insinuant dans mes narines avec une ténacité troublante. L'escalator était à l'arrêt à cette heure tardive, me forçant à gravir les marches une par une vers la surface. Chaque marche me rapprochait du monde des vivants, mais aussi de la prophétie de Claudia. 6 mois. Dans 6 mois, selon elle, mon cœur s'arrêterait et je viendrais la rejoindre dans les profondeurs maudites du métro parisien. L'air de la surface m'a frappé comme une gifle bienfaisante. Malgré la pollution urbaine, malgré les gaz d'échappement des rares véhicules qui circulaient encore à 7 heures, cet air me semblait d'une pureté cristalline comparé à l'atmosphère viciée des tunnels. Mes poumons l'aspiraient avidement, comme si je remontais des profondeurs de l'océan après une plongée trop longue. Les rues de Paris s'étendaient devant moi, faiblement éclairées par les réverbères et les premières lueurs de l'aube. Cette ville, que je connaissais par cœur, me paraissait maintenant étrangère, comme si elle cachait des secrets terribles dans ses entrailles souterraines. Combien d'autres âmes erraient-elles dans le dédale du métro? Combien d'histoires tragiques étaient enfouies sous le béton et l'asphalte? Le trajet jusqu'à mon appartement du 16e arrondissement s'est déroulé dans une brume irréelle. Mes jambes bougeaient machinalement, portant mon corps épuisé à travers les rues désertes. Mais mon esprit était encore dans ces tunnels obscurs, hanté par l'image de Claudia et par ses révélations terrifiantes. Chaque ombre projetée par les réverbères me rappelait sa silhouette décharnée. Chaque bruit nocturne évoquait sa voix d'outre-tombe. L'immeuble haussmannien où Julie et moi avions acheté notre appartement se dressait dans la lumière grise de l'aube, témoignage de notre réussite sociale et financière. Mais en gravissant les 6 étages qui menaient à notre palier, j'ai pris conscience de la vanité de ces symboles de réussite. Qu'importaient les moulures au plafond?
le parquet de chêne massif et la vue sur le Trocadéro si mon cœur était vide depuis 15 ans. La clé a tourné dans la serrure avec un bruit métallique qui m'a rappelé les grincements du tunnel. L'appartement silencieux s'étendait devant moi, ses pièces spacieuses baignées par la lumière douce des lampes de veille que Julie laissait toujours allumées pour mon retour tardif. Tout respirait l'harmonie bourgeoise et le confort matériel, mais cette atmosphère me semblait maintenant artificielle, comme un décor de théâtre masquant la vacuité de notre existence. Julie dormait paisiblement dans notre chambre, ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller comme un halo doré. Son visage détendu reflétait une sérénité que je lui enviais, une capacité au bonheur simple que j'avais perdue depuis longtemps. En la regardant, j'ai pris conscience de l'injustice que je lui faisais subir. Elle méritait un mari capable de l'aimer pleinement, pas un fantôme hanté par les erreurs du passé. Je me suis dirigé vers la salle de bain, espérant qu'une douche chaude pourrait laver de ma peau cette odeur de terre et de mort qui s'y accrochait. Mais en me déshabillant, j'ai découvert des détails troublants. Mes vêtements étaient imprégnés d'une humidité qui ne correspondait à aucune des conditions météorologiques de la nuit, et mes chaussures portaient des traces de terre noirâtre qui ne pouvaient provenir d'aucune rue parisienne. L'eau brûlante a coulé sur mon corps pendant de longues minutes, emportant la saleté physique, mais laissant intactes les souillures de l'âme. Mes mains frottaient machinalement ma peau, tentant d'effacer jusqu'au souvenir du contact glacé des doigts spectraux de Claudia. Mais ce contact avait marqué ma chair de manière indélébile, y gravant la certitude que ma mort était programmée, inéluctable. En me regardant dans le miroir, embué de la salle de bain, j'ai eu un choc. Mon visage avait vieilli de plusieurs années, en une nuit. Des rides profondes creusaient mes traits, mes cheveux semblaient plus gris, et mes yeux portaient une expression hantée que je ne me connaissais pas. La rencontre avec Claudia avait accéléré un processus de décomposition intérieure qui rongeait ma vitalité depuis 15 ans. Je me suis glissé dans le lit conjugal avec d'infinies précautions, évitant de réveiller Julie. Mais le sommeil me fuyait, chassé par les images obsédantes de cette nuit dans les tunnels. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage décomposé de Claudia. J'entendais sa prophétie de mort. Je sentais l'odeur pestilentielle de sa tombe souterraine. Les heures ont passé dans cette insomnie fiévreuse, peuplée de visions cauchemardesques, où les tunnels du métro s'étendaient à l'infini, peuplés de silhouettes spectrales qui m'appelaient par mon nom. Claudia était partout et nulle part, sa voix résonnant dans les profondeurs de ma conscience, comme un écho obsédant de ma culpabilité. Quand Julie s'est réveillée, vers 8 heures, elle m'a trouvé assis au bord du lit, le regard perdu dans le vague. Son visage s'est immédiatement assombri d'inquiétude, et elle a posé une main douce sur mon épaule. Ce simple contact humain m'a fait sursauter violemment, tant j'étais encore imprégné de l'atmosphère surnaturelle de la nuit précédente. « Julien, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air terrible. » Sa voix portait cette tendresse authentique qui me bouleversait toujours, cette capacité à s'inquiéter pour moi, malgré mes années de distance émotionnelle. Comment avais-je pu négliger si longtemps une femme capable d'un amour si pur et désintéressé? J'ai fait un cauchemar.
ai-je murmuré, incapable de soutenir son regard inquiet. Un cauchemar très réaliste. Cette demi-vérité était tout ce que je pouvais lui offrir pour l'instant. Comment lui expliquer que j'avais rencontré le fantôme de mon ancienne maîtresse dans les tunnels du métro? Comment lui révéler que cette rencontre m'avait appris que je mourrais dans 6 mois? Julie s'est penchée vers moi, et son parfum délicat a chassé momentanément l'odeur de terre qui semblait coller à mes narines. « Tu travailles trop, mon chéri. Ce stress constant finira par te tuer. Pourquoi ne prends-tu pas quelques jours de congé? Nous pourrions partir en week-end, quelque part, loin de Paris. » Ces mots, prononcés avec innocence, ont résonné comme une prophétie. Ce stress constant finira par te tuer. Elle ne savait pas à quel point elle avait visé juste. Selon Claudia, c'était exactement ce qui allait arriver. Un anévrisme cérébral causé par des années de surmenage. Une mort aussi stupide qu'évitable, si j'avais su gérer différemment ma vie professionnelle. « Tu as raison », ai-je dit en me tournant enfin vers elle. « J'ai besoin de changement. Nous avons besoin de changement. » Pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment regardé ma femme. Pas en diagonale entre 2 coups de téléphone, pas par-dessus un dossier financier, mais avec toute l'attention qu'elle méritait. Elle était belle, d'une beauté différente de celle de Claudia, mais tout aussi troublante à sa manière. Là où Claudia était passionnée et volcanique, Julie était douce et lumineuse. Ses yeux verts reflétaient une bonté naturelle que 15 ans de mariage avec un homme absent n'avaient pas réussi à ternir. Comment avais-je pu être si aveugle pendant si longtemps? « Julien, tu pleures », a-t-elle murmuré, ses doigts effleurant mes joues humides. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais peur. » Les larmes coulaient effectivement sur mon visage, libérant 15 ans d'émotions refoulées. Toute la culpabilité, tous les regrets, toute la solitude accumulée au fil des années explosait enfin devant cette femme qui m'aimait, malgré mes défauts et mes absences. Comment avais-je pu gâcher tant d'années de bonheur potentiel par simple aveuglement? « Je t'aime », ai-je dit soudain, et ces mots m'ont surpris par leur intensité. Cela faisait si longtemps que je ne les avais pas prononcés avec sincérité. « Julie, je t'aime, et j'ai été le plus mauvais des maris. J'ai gâché notre bonheur par égoïsme et par ambition stupide. » Son visage s'est illuminé d'un sourire radieux, comme si ces simples mots effaçaient d'un coup toutes les années de frustration et de solitude. Elle s'est penchée pour m'embrasser, et dans ce baiser, j'ai retrouvé quelque chose que je croyais perdu à jamais. La capacité à ressentir de l'amour authentique, pur de tout calcul et de toute arrière-pensée. « Nous avons le temps de rattraper tout cela », a-t-elle chuchoté contre mes lèvres. « Il n'est jamais trop tard pour bien faire. » Ces paroles contenaient un espoir que je ne partageais pas entièrement. Selon les révélations de Claudia, il me restait exactement 6 mois pour rattraper 15 ans d'erreur. 6 mois pour apprendre à aimer véritablement, à vivre pleinement, à réparer ce qui pouvait encore l'être. Cette journée-là, pour la première fois depuis des années, j'ai appelé mon bureau pour annoncer que je ne viendrais pas. Ma secrétaire a paru si surprise qu'elle a dû me demander de répéter. Julien Moreau, l'homme qui n'avait pas pris un seul jour de congé maladie en 10 ans, qui répondait à ses emails même pendant ses vacances, déclaré forfait pour raisons personnelles. Julie et moi avons passé cette journée
comme des nouveaux mariés, redécouvrant l'amour. Nous avons marché dans Paris, main dans la main, visitant ces lieux que nous avions négligés pendant des années. Le jardin du Luxembourg, les quais de Seine, les petites rues de Montmartre. Tous ces endroits prenaient une couleur nouvelle quand on les regardait avec des yeux amoureux. Mais tout au long de cette journée idyllique, une part de moi restait obsédée par ma rencontre nocturne avec Claudia. Chaque entrée de métro que nous croisions me rappelait les tunnels maudits et leur habitante spectrale. Chaque miroir que nous croisions me renvoyait l'image d'un homme condamné, portant sur son visage les stigmates de sa culpabilité. Le soir venu, quand Julie s'est endormie contre moi, avec un sourire de bonheur parfait, j'ai pris une décision qui allait bouleverser les 6 derniers mois de ma vie. Si je devais mourir dans 6 mois, alors chaque journée deviendrait une lente cérémonie dédiée à 2 tâches jumelles, sauver ma vie et lui rendre la sienne. Au petit matin, j'ai quitté l'appartement sans bruit. Le ciel tirait vers un gris laiteux, la ville s'éveillait à peine. J'ai marché jusqu'à l'hôpital européen le plus proche, porté par une détermination que je ne me connaissais pas. À l'accueil, j'ai parlé de maux de tête, de vertiges discrets, d'antécédents familiaux que je dressais comme une litanie. On m'a fait patienter, puis orienté vers un neurologue aux manières calmes. Je n'ai pas parlé de fantômes, seulement du pressentiment obstiné d'un danger blotti dans mon crâne. Le médecin a soupiré, puis a prescrit des examens, une imagerie, une angiographie. Les mots coulaient, techniques, presque apaisants. En sortant, j'ai pris mon téléphone. J'ai cherché l'adresse de la brigade chargée des disparitions anciennes. Mon message était simple, presque sec. Un nom, Claudia. Un lieu, un recoin du tunnel de la ligne 14. Un détail, une robe bleue, une alcôve technique. J'ai ajouté ce que je savais de la nuit de novembre, sans parler de prophétie ni de voix. Je n'attendais pas de réponse, seulement le geste qui consiste à déposer enfin une vérité à l'endroit juste. Les jours suivants se sont empilés comme des dalles froides. Avec Julie, j'ai continué à marcher dans Paris, à parler, à cuisiner, à rire d'un rire neuf qui craquait encore par endroits. Parfois, sans prévenir, une bouffée d'odeur de terre humide me remontait au nez et tout mon corps se raidissait. Alors Julie posait sa main sur la mienne et le monde reprenait forme. Un matin, l'hôpital m'a rappelé. Les examens avaient révélé une anomalie minuscule, une poche sur une artère. Rien d'immédiatement catastrophique, m'a dit le neurologue, mais assez réel pour ne plus dormir debout. On pouvait surveiller. J'ai dit non. Je veux agir. Il a hoché la tête. Une intervention endovasculaire, des microspirales, un geste précis. La date a été fixée pour la fin du mois, aussi vite que possible dans un système qui n'aime pas la précipitation. Entre-temps, un courriel a répondu à mon signalement. La RATP coopérait. Une équipe irait vérifier l'alcôve signalée, accompagnée d'un officier. Les mots étaient neutres. Je les ai lus comme on boit une eau très froide. J'ai senti, l'espace d'un instant, la main glacée de Claudia se détendre. Le jour de l'intervention, les couloirs blancs sentaient le désinfectant et la promesse incertaine d'une seconde chance. On m'a roulé vers une salle où des lumières suspendues semblaient flotter comme des méduses pâles. J'ai pensé à la Seine, à nos après-midi d'étudiants au Luxembourg, à la robe bleue qui dansait dans le vent.
La voix de l'anesthésiste a glissé sur moi, puis plus rien. Un sommeil épais, sans rêve. Je me suis réveillé dans un monde où l'air semblait neuf. Le médecin souriait, discret. Le geste s'était bien passé. On me garderait en observation, puis je rentrerais. J'ai fermé les yeux. Une gratitude rugueuse m'a traversé. Il me restait à tenir ma seconde promesse. Quelques jours plus tard, on m'a convoqué. On avait trouvé quelque chose dans l'alcôve. Des tissus en lambeaux, des fragments, un bracelet métallique terni. Les mots étaient prudents, officiels. Je les ai reçus assis, les mains jointes. Il faudrait du temps pour confirmer, des analyses, de la patience. Je n'ai pas pleuré. Un silence très profond s'est installé en moi, comme une nappe phréatique qui affleure enfin. Les semaines ont suivi un rythme étrange, mélange de convalescence appliquée et de gestes tendres avec Julie. Je lui ai tout dit, sans détails macabres, mais sans phare. L'étudiante de la Sorbonne, nos années jeunes, ma lâcheté, la nuit de novembre. Julie m'a écouté jusqu'au bout, puis elle a pleuré. Pas contre moi, avec moi. Nous avons commencé une thérapie de couple. Nous avons appris à nous regarder sans décor. Je découvrais chaque jour une femme d'une force douce et j'acceptais enfin de devenir un homme qui ne fuit plus. Un matin de printemps, le téléphone a sonné. La voix au bout du fil était grave et simple. L'identification était formelle. Les restes retrouvés appartenaient à Claudia. On m'a demandé si je souhaitais être présent lors de la mise en terre. J'ai répondu « oui ». Le mot a vibré dans l'air comme une corde tendue qui trouve finalement sa note. La cérémonie a eu lieu dans un petit cimetière que Claudia aurait aimé pour sa modestie pleine d'arbres. Quelques proches de son passé, une mère vieillie, un frère au visage dur, des collègues devenus des silhouettes. La terre était lourde, humide, et pourtant, le ciel laissait passer une lumière douce qui n'insultait personne. J'ai prononcé une phrase simple. Pardon, puis une autre. Merci. Quand la première pelletée de terre a heurté le bois, j'ai fermé les yeux et, dans ce noir volontaire, j'ai entendu, très distinctement, un souffle que je connaissais. Merci, Julien. Les mois se sont mis à compter à rebours dans ma tête. 6, puis 5, puis 4, puis 3. Chaque chiffre se dissolvait dans le quotidien redevenu habitable. Je dormais, je riais, je rentrais tôt. J'apprenais à préparer une sauce tomate qui ne dépendait pas d'un tutoriel vidéo. J'achetais des fleurs sans raison. J'appelais ma mère le dimanche. Parfois, la peur revenait comme un courant d'air et je la laissais passer, mains ouvertes. L'hôpital me revoyait. Les contrôles étaient bons. La petite poche n'existait plus que comme une cicatrice intérieure. Le neurologue parlait de prudence, d'hygiène de vie, de patience. Je sortais, je levais les yeux vers le ciel. J'inspirais. Le jour annoncé est arrivé comme arrivent les dates qu'on voudrait éviter, avec une exactitude presque indécente. J'ai travaillé le matin, mais pas trop. À midi, j'ai déjeuné avec Julie dans un bistrot que nous aimions depuis l'époque où nous n'avions pas d'argent. L'après-midi, j'ai marché seul jusqu'à Châtelet, attiré par une ligne invisible. Je ne voulais pas défier qui que ce soit, seulement saluer un lieu qui avait cessé d'être un piège pour devenir un tombeau pacifié. La station exhalait son parfum coutumier de métal et d'humidité. Je me suis assis sur un banc. Le panneau électronique clignotait avec sa laconique politesse. J'ai pensé à tous ces trajets
avalé sans regarder, à tous ces visages, à toutes ces vies emmêlées. Dans le grondement lointain des rames, j'ai cru percevoir un timbre familier, une syllabe posée à la surface du bruit. Julien. Ce n'était ni un appel, ni une menace, seulement une manière de dire « Je suis là, mais tu peux partir ». Une rame est entrée en station. Ses portes se sont ouvertes avec un soupir de bête apprivoisée. J'ai eu une seconde d'hésitation, minuscule, presque belle. Puis j'ai souri. J'ai fait un pas en arrière, par simple précaution, et j'ai laissé passer le train. Quand le courant d'air a balayé le quai, il n'avait plus d'odeur de cave. Il sentait la poussière tiède et la vie qui circule. Je suis remonté à la surface. Les escaliers semblaient plus courts. La lumière avait cette clarté légère des fins d'après-midi où Paris se lave les paupières. Au coin de la rue, j'ai acheté un petit bouquet de fleurs blanches. Pas pour un mort, pour les vivants. Julie m'attendait, adossée à la fenêtre, le visage ouvert. Je lui ai tendu le bouquet. Elle a ri, et son rire m'a traversé comme une eau fraîche. Cette nuit-là, j'ai rêvé sans tunnel. Un jardin, une table, 2 tasses. Claudia était assise en face de moi. Elle portait la robe bleue, intacte, et ses cheveux brillaient. Elle m'a regardé longuement, ni reproche, ni nostalgie. Elle a posé une main sur la table. J'ai posé la mienne à côté, sans les joindre. Elle a incliné la tête. Un adieu léger est passé entre nous. Puis le jardin s'est rempli d'un vent doux qui emportait les potales comme des oiseaux miniatures. Je me suis réveillé avant l'aube. Paris dormait encore. J'ai senti dans ma poitrine un calme neuf, dense, d'une simplicité presque enfantine. Dans 6 mois, j'avais cessé d'attendre la mort. J'avais appris à vivre, et j'avais rendu à la morte son nom, sa place et son repos. Au fond, il n'y avait jamais eu de prophétie. Il n'y avait que la somme de mes peurs, de mes dettes et de mes renoncements. Les tunnels les avaient amplifiés jusqu'à les rendre visibles. Je les avais descendus, je les avais nommés, puis j'étais remonté, les mains un peu sales, le cœur un peu lavé. Dans la cuisine, la bouilloire s'est mise à chanter. J'ai fait du café. La vapeur a embué la fenêtre. Dehors, la ville commençait à remuer. Je me suis approché de Julie. J'ai posé une tasse devant elle. Elle a levé les yeux, a souri. Et dans ce sourire, j'ai vu une promesse simple. Une promesse de jours ordinaires, de saisons qui reviennent, de repas partagés et de silences habités. J'ai pensé à Claudia une dernière fois. « Merci », ai-je murmuré sans voix. Puis je me suis assis. J'ai bu une gorgée. Et le monde a continué. Souterrain et aérien, tissé d'ombres et de lumière, exactement comme il doit l'être quand on accepte enfin d'y prendre sa place.